Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce journal. Le Congo est en Côte d'Ivoire. Le président Denis Sassou Nguesso est à Abidjan pour une visite d'État de 48 heures. Il a été accueilli par son homologue ivoirien. Au menu de cette visite, plusieurs signatures d'accords de coopération. Les épreuves écrites du BEPC ont été lancées sur près de 600 000 candidats. 43 000 sont candidats libres. Au coup d'envoi à Koumassi ce lundi, Marietou Koné insistait sur la lutte contre la fraude. Et puis, 6 morts hier causées par les intempéries. Le gouvernement appelle à une prise de conscience urgente. Je vous le disais, les épreuves écrites du BEPC ont débuté ce matin et se poursuivront jusqu'à vendredi. À Koumassi, la ministre Marietou Koné, lors du coup d'envoi, a mis l'accent sur la lutte contre la fraude, soulignant l'importance de préserver la crédibilité des diplômes ivoiriens. Le reportage de Mardoché Kwasi et Kimo Eric. Dans cette salle du centre de composition du lycée moderne de Koumassi, la ministre de l'Éducation nationale procède en présence des élèves et autorités administratives à la découverte des premières épreuves, puis à la distribution aux candidats. C'est le top départ pour les écrits du BEPC session 2023. Le temps que vous allez prendre pour tricher, l'heure est déjà arrivée. Alors que si vous vous concentrez sur ce que vous avez appris, vous avez vos 10 au moins, c'est fini. Du côté des candidats, on est relativement confiant au moment d'entamer les compositions. On a beaucoup bossé, on espère que ça va donner. Ce matin, j'étais beaucoup stressé, mais arrivé ici, ça va un peu et par la grâce de Dieu, on aura notre BPC. Je viens de recevoir la première épreuve. Je suis heureuse parce que je trouve le sujet un peu abordable. La lutte contre la fraude reste le leitmotiv principal du ministère de l'Éducation nationale, qui veut construire des cadres et diplômés compétitifs pour les prochains défis du pays. Les responsables de ce département ministériel multiplient donc les moyens de lutte contre ce phénomène. Nous avions des inquiétudes parce que nous sommes en saison de pluie. Nous avons 925 centres et sur les 925 centres, 2 ont été délocalisés en raison de la situation de pluie. Mais tout se passe bien. À partir de Koumassi, nous voudrons souhaiter une bonne chance à tous les candidats au BEPC 2023 sur l'ensemble du territoire national. L'objectif, c'est de donner de la valeur aux diplômes de Côte d'Ivoire. Faire en sorte que nos diplômes soient reconnus, appréciés dans le monde entier. Et donc, nous avons fait beaucoup de sensibilisation contre la fraude. Mais nous avons également multiplié, les instruments ou les outils de fraude. L'innovation encore cette année, nous avons associé la police scientifique pour tracer tous les SMS. Ce sont au total 577 642 candidats, dont plus de 43 000 candidats libres et 10 000 pour le test d'orientation en seconde, qui affrontent ces épreuves écrites du BEPC 2023, qui s'achève le vendredi 16 juin prochain. Les résultats sont attendus le 5 juillet. Bientôt la fin du calvaire pour les usagers de l'axe Isia-Daloa. Le Premier ministre Patrick Hachi vient de lancer les travaux de réhabilitation du réseau routier. Un soulagement pour les populations qui rayaient cette voie en presque 3 heures pour seulement une quarantaine de kilomètres. Le reportage de Timé Danger et Zécré Joseph. Fin de l'inconfort des usagers de la route sur l'axe Isia-Daloa et les voies communales de ces 2 chefs de département du Haut-Sassandra. La raison, les travaux de mise à neuf du réseau routier. Hôte des populations pour le lancement des travaux, le Premier ministre Patrick Hachi accueilli avec ferveur. Place maintenant au premier coup de pelle, un acte qui symbolise le top départ des opérations de rénovation, lesquelles sonnent la sortie d'Isia de la léthargie. Cette route-là que nous allons aujourd'hui remettre à neuf a été construite en 86, soit il y a plus de 35 ans. Le président Houphouët a construit cette route. Le président Alassane Ouattara a décidé de la réhabiliter intégralement comme si elle était à neuf. Plus de malades cherchant à se traîner péniblement sur cette route. Plus de véhicules qui, après avoir fait la traversée de cette route, étaient directement conduits au garage. Les conducteurs eux-mêmes étaient allant à l'hôpital. Tout cela est terminé. Bien avant, élus et cadres du Haut-Sassandra exprimaient le satisfecit de la cité du Zagoté et celle des Antilopes qui voient enfin la fin d'un cauchemar qui n'a que trop duré sous le magistère d'Alassane Ouattara.
L'espoir en une Côte d'Ivoire qui n'oublie ni ne discrimine aucune région, ni aucune localité. L'espoir en une Côte d'Ivoire qui désormais redistribue sur l'ensemble du territoire les fruits de la croissance. Cette visite est également pour ICIA celui de la Renaissance. Merci sans réserve et témoigner son infinie gratitude aux dignes disciples de Félix Houphouët-Boigny, qui œuvrent tous les jours, sans distinction d'ethnie, de région et de religion, au bonheur de nos populations. Les édifices qui germent sur toute l'étendue du territoire national sont la preuve tangible de tout le travail abattu sans relâche pour le développement de la Côte d'Ivoire. Pour leur part, des riverains jubilent et expriment des attentes. On pensait au départ que ICIA était oublié, mais vraiment on vient de se rappeler ce matin que ICIA n'a jamais été oublié dans le programme du gouvernement. Donc c'est notre jour qui n'était pas encore arrivé, mais aujourd'hui il fait jour pour ICIA et nous sommes très contents, nous sommes fiers du président de la République. 5 km de goudron, c'est pas petit, mais il faut qu'il ajoute à 10 km parce qu'on a tant entendu ce moment et maintenant ça vient d'arriver. Donc vraiment pour la commune d'ICIA, on a besoin de 10 km de bitume. 40 km, mais pour y arriver il faut 3 heures. Vraiment, c'est un grand soulagement. Je voulais remercier le président de la République qui a pensé à nous. Après plusieurs années de souffrance. Ceux qui prennent cette route-là, il n'y a pas de coloration, hein? C'est tout le monde. Donc nous sommes contents et nous remercions le président de la République. Les travaux de la route interurbaine ICIA-Daloa, d'un coût de 45 milliards de francs CFA, vont être exécutés en 2 fois une voie, de 3,7 mètres de chaussée avec 1,5 mètre d'accotement en race campagne et 2 mètres en traversée d'agglomération. D'où l'effervescence autour du lancement des travaux, aussi bien à ICIA qu'à Daloa. Simorière en Côte d'Ivoire après les fortes pluies. Pourquoi les populations persistent-elles à vivre dans des zones à risque et ce malgré les nombreuses sensibilisations au lendemain de la tragédie à Yopougon? Nous avons recueilli le témoignage du voisinage encore sous le choc. Si le gouvernement déplore ces pertes évitables sur place, il souligne l'urgence d'une prise de conscience des populations. Leur reportage de Nadja Elja et Mathurin Badé. 5 morts à Yopougon millionnaire 3 cocotiers, à la suite de la pluie qui est tombée du 10 au 11 juin sur la ville d'Abidjan. Un triste constat qu'ont du mal à croire les riverains du quartier, encore sous le choc. Élisée Gorébi était le voisin de la famille décédée. C'est un miraculé qui doit sa vie sauve à la Providence. C'est Pipi qui m'a réveillé. Donc quand je suis sorti de la maison, je me suis arrêté devant la porte juste pour pisser. Donc de mon retour de la maison, maintenant quand j'ai mis la vachette, on a un bruit énorme et c'est pas où mais ça venait. Donc d'ici il y a ma rencontre là, mais ça a déjà pris une partie de ma maison. Ça vient vers moi. Qu'est-ce que je fais? Je suis à m'échapper. Donc quand je me suis échappé, je vois même qu'ici même ça a déjà pris la maison de mon voisin. On a retrouvé le corps avec des pelles, avec des pioches. On les a déterrés de la terre en bas. Comme tous les habitants du quartier, Élisée reconnaît avoir été alerté sur les risques liés à sa zone d'habitation en saison des pluies. Je ne pensais même pas même que ça allait arriver comme ça. Sur moi, j'avais pensé me quitter là. Je cherchais une maison. Même pour avoir une maison de maintenant, c'est compliqué. Tu as les ventes de 400 000, 500 000, 600 000. Le manque de ressources financières, c'est l'argument le plus évoqué par les populations qui se maintiennent dans ces zones dangereuses. Pourtant, dans ce drame, Élisée a perdu, en plus de ses voisins, les équipements de sa maison et des économies qu'il gardait chez lui. Une situation qui aurait pu être évitée en suivant les messages de sensibilisation. Quand quelque chose doit arriver, vraiment, je ne sais pas, on ne peut pas... Si on a commencé à sensibiliser toute la population, tous les habitants qui sont dans les zones à risque, en pas de collines et autres, passer par là, dans les baraques, qui libèrent ces sorties de ménage en attendant que la pluie cesse. Presque obligés par la nature, plusieurs riverains n'ont d'autre choix que de déménager. Présent sur le théâtre du drame, le ministre de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubrité a déploré ces morts de trop. Quand vous regardez ça, on n'a même pas besoin de vous dire que c'est une zone qui est dangereuse. Ils disent, bon, on ne sait pas où aller. Mais vous avez le choix, quand même. Même sortir de chez soi, aller s'abriter chez un voisin qui est dans un coin plus sécurisé, aller dans une école, aller dans une église, dans une mosquée, ça préserve au moins votre vie.
Pour lui et les structures de secours, l'opération Zéro Victime en saison des pluies ne peut être menée à bien sans une prise de conscience des populations. Ça montre bien que nous devons poursuivre les actions de déguerpissement. Parce que la sensibilisation a ses limites. On vous l'a dit, par tous les moyens possibles, lors de la sensibilisation, que les mairies ont des sites pour vous accueillir provisoirement. Quand vous estimez que là où vous êtes une zone à risque, surtout quand il pleut, bon, il faut partir de là pour sauver vos propres vies. Rien qu'à Yopougon, cette pluie de 2 jours a fait un bilan de 6 morts. Des décès qui viennent s'ajouter à ceux déjà enregistrés depuis le début de la saison des pluies. Et puis direction le kilomètre 17, toujours dans la commune de Yopougon, où les travaux d'aménagement de la voie ont un impact sur les populations, notamment en cette saison des pluies, comme nous le montrent Nikema Moussa et Mathurin Badé dans ce reportage. Kilomètre 17, route de Dabou. Depuis quelques mois, des travaux sont en cours pour l'aménagement de la voie en 2 fois 2 voies. Des travaux qui impactent les populations environnantes et la saison des pluies est une situation aggravante. Depuis que les travaux ont commencé, vraiment, on a 1000 problèmes. Les caniveaux sont actuellement bouchés. S'il pleut, l'eau dévie, l'eau rentre dans la cour. Ça a gâté beaucoup de nos choses. Mes appareils, tout est gâté, tout est inondé. Vraiment, on a des 1000 problèmes, vraiment. Depuis que les travaux ont commencé, on a les 1000 problèmes. Outre les riverains, les automobilistes aussi espèrent la fin rapide des travaux. On est obligé de garer la voiture. Pour attendre que l'eau là s'en va. Si l'eau là s'en va, maintenant, puis on commence à travailler. Donc, on va essayer d'accélérer un peu, puis nous aussi, là, ça nous arrange. Sinon, l'état de la route, ça ne nous arrange pas. À quelques centaines de mètres, une autre voie donnant sur la première est endommagée. On souffre ici. Quand il pleut même, c'est la merde. Actuellement, même ma moto, j'ai le joint qui est pété. Donc il y a plusieurs facteurs même sur la route là qui font que vraiment, si on ne peut pas, on essaie d'arranger ça, vraiment ça nous fait plaisir. En matière de temps même, ça nous retarde, tu ne peux pas rouler, vraiment c'est vraiment difficile pour nous. Avec la voie là, vraiment nos produits là, quand on passe ici là, ça verse, tout verse dans le camion. Donc quand ça verse comme ça, bon, souvent ça gâte d'autres. Voilà, donc vraiment, si l'État pouvait nous aider, vraiment, ça nous fait plaisir. Sinon, vraiment, ici, là, c'est pas facile. On ne peut pas venir à Yopougon sans passer par ici parce que, d'abord, ça, voilà, c'est une bonne voie de déviation. Sur 26 km, le dédoublement de la route de Dabou devrait permettre une meilleure fluidité du transport. Tout comme la voie principale, cette route secondaire relie plusieurs quartiers de Yopougon. Le président de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso, en visite d'État de 48 heures en Côte d'Ivoire. Il a été accueilli à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny par le chef de l'État ivoirien et plusieurs membres du gouvernement. Après les accolades et poignées chaleureuses, direction le palais de la présidence où plusieurs accords de coopération ont été signés, notamment dans le domaine des hydrocarbures, du secteur maritime, de la promotion des PME, du secteur agricole et de la production animale. Les 2 chefs d'État se sont adressés à la presse au terme des signatures d'accords et on les écoute à ce propos. Je voudrais réaffirmer notre volonté commune de consolider davantage ces relations exceptionnelles d'amitié, de fraternité et de coopération. Cela s'est traduit par l'organisation de la première session de la Grande Commission mixte de coopération en novembre 2022. Et je me réjouis donc de la signature tout à l'heure de 13 nouveaux accords de coopération à l'occasion de cette visite d'État avec les sujets tels que la lutte contre la criminalité, le transport maritime, d'hydrocarbures, de l'artisanat, de la promotion des PME, la promotion immobilière de l'élevage, mais surtout de l'agriculture, comme vous l'avez toujours souhaité. Et ici, je voudrais clairement dire, le président Alassane le sait, ici je souhaite fortement que notre pays bénéficie de l'expérience réussie de la Côte d'Ivoire en matière de développement agricole. Les contacts ont été établis
Je pense que nos responsables des départements à tous les niveaux mettront tout en œuvre pour qu'il y ait des résultats concrets. Dans le reste de l'actualité, vous le savez, le 2 septembre prochain marquera le début des élections locales en Côte d'Ivoire. Mais avant l'ouverture des campagnes, les candidats se présentent officiellement aux populations. Ce fut le cas des candidats RHDP à Koumassi et à Port-Bouët, suivis par Nadjaïdja et Fulgence Kissiedou. Grande foule au terrain de Port-Bouët dans la matinée de ce dimanche 11 juin, lors de la cérémonie de présentation de Ibrahim Konaté, candidat RHDP aux élections municipales du 2 septembre. À ses côtés, pour le soutenir, une forte délégation composée de Stéphane Zorobi, chef de délégation, Cissé Bakongo, secrétaire exécutif du parti, et Gilbert Koné-Kafana, président du directoire. Face aux militants, celui qui brigue le fauteuil de maire de Port-Bouët a exprimé sa satisfaction d'avoir été choisi pour représenter le parti des oufettistes. Je suis candidat pour vous. Je suis candidat avec vous. Je suis candidat pour qu'ensemble, nous puissions rendre Port-Bouët, que nous puissions rendre Port-Bouët plus attractif, plus dynamique, plus solidaire. Plus tard, dans l'après-midi, c'est à Koumassi que les militants du RHDP se sont donné rendez-vous. Cette fois pour soutenir Ibrahim Cissé Bakongo, maire sortant de la commune, candidat à sa propre succession. Il s'est engagé à combler les attentes du président du parti. Dites au président que je ferai tout, je dis bien tout, grâce aux militantes et aux militants qui sont ici. Grâce aux populations de Koumassi, à qui je dis merci, 1000 fois merci pour la confiance qu'elles m'ont témoignée pendant les 5 ans qui s'achèvent. Grâce à tout cela, je peux vous assurer, Monsieur le Président, que nous allons relever le défi. Nous allons relever le défi. Vous pouvez le dire au Président que Koumassi est en ordre de bataille. Les militantes et les militants de Koumassi sont en ordre de bataille. Pour les militants du parti, ce choix est totalement satisfaisant. Beaucoup de fierté parce que nous avons assisté à l'intronisation de l'un des meilleurs élèves du président Alassane Ouattara. C'est un grand travailleur qui a réunifié une bonne partie du personnel politique de Koumassi. Au départ, insuffisamment compris, mal compris, mais aujourd'hui adulé, appelé, recherché, etc. Sur la base de la qualité du travail qui a été fait, on ne peut que être fier. Je pense qu'il y a beaucoup à faire encore, il y a beaucoup à faire. Parce que pendant 5 ans de mandat, ce qu'il a fait, vraiment, c'est du jamais vu. Nous savons que c'est un homme vraiment qui travaille beaucoup, un homme infatigable, un homme qui est à l'écoute de sa population et qui est prêt vraiment pour le développement de Koumassi. Le scrutin pour les élections municipales et régionales sera ouvert de 8 à 18 heures le 2 septembre prochain. Dans chaque parti, les candidats affûtent déjà leurs armes pour sortir victorieux. Et puis à l'étranger, Silvio Berlusconi, l'ancien Premier ministre italien, mania des médias, est mort à 86 ans. Elle annonce de sa disparition. Plusieurs personnalités lui ont rendu un hommage, dont le président russe, dont il était proche, Vladimir Poutine. Le récit de Salifia Lekoué. L'ancien chef de gouvernement italien, Silvio Berlusconi, sulfureux milliardaire aussi célèbre pour ses manœuvres politiques que pour ses démêlés judiciaires et frasques sexuelles, est mort lundi à l'âge de 86 ans. Soigné à l'hôpital San Raffaele de Milan pour une leucémie, le sénateur y était entré vendredi, après y avoir déjà effectué de multiples séjours. La chef du gouvernement italien, Giorgia Meloni, a salué la mémoire de l'illustre disparu. Avec lui, l'Italie a appris qu'elle ne devait jamais se laisser imposer de limites. Elle a appris qu'elle ne devait jamais renoncer. Avec lui, nous avons mené, gagné et perdu de nombreuses batailles. Et c'est aussi pour lui que nous atteindrons les objectifs que nous nous étions fixés. Pour le président russe Vladimir Poutine, son ami personnel était un homme extraordinaire. Pour un homme politique, c'était un homme extraordinaire, parce qu'il était très sincère et ouvert, et avait un privilège que les politiciens de cette ampleur n'ont pas. Ce privilège était qu'il disait ce qu'il pensait. Né le 29 septembre 1936, Berlusconi, fils d'un employé de banque milanais, commence à travailler comme animateur sur des bateaux de croisière où il chantait et racontait des histoires drôles. Mais c'est surtout dans le secteur de la télévision que s'exprime son génie créatif de grand communicant qui saupoudre ses programmes de femmes dénudées
pour plaire au grand public. La holding de la famille Berlusconi, Fininvest, compte 3 chaînes de télévision, des journaux, les éditions Mondadori et bien d'autres participations. Fan de football, Silvio Berlusconi a présidé pendant 31 ans l'AC Milan, qui a remporté 5 fois la Ligue des Champions sous son ère, avant de vendre en avril 2017 à des investisseurs chinois. En 1994, il crée Forza Italia et à l'issue d'une campagne éclair relayée par son empire médiatique, il devient chef du gouvernement avant d'être lâché par ses alliés 7 mois plus tard. Il revient au pouvoir en 2001 pour 5 ans, un record depuis l'après-guerre. Battu d'un cheveu en 2006, il prend sa revanche 2 ans plus tard, s'installant aux commandes pour la 3e fois. Mais en novembre 2011, il doit céder sous les huées et les rênes d'une Italie en proie à une grave crise financière. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Surtout, restez avec nous dans un instant. Focus fait divers, suivi de NCI Sport. Bonne suite de programme sur la nouvelle chaîne ivoirienne.